Bonjour à tous, on attaque le troisième round concernant notre sujet sur le no-code, le low-code et le vibe coding. Et puis comme promis, ça va parler d'intelligence artificielle au profit du développement simplifié. Et on va le voir dans le cadre du vibe code surtout, mais on va aussi voir que c'est présent derrière le no-code et le low-code. Jingle! Alors, qu'est-ce que va nous apporter l'IA dans les activités de développement simplifié? Alors, on va essayer de le regarder, on va l'appréhender comme un super pouvoir pour des salariés augmentés, pour créer pas que des développeurs augmentés, du coup des salariés augmentés, c'est-à-dire aller rajouter une capacité de travail supplémentaire, des capacités d'adaptabilité supplémentaires à l'ensemble des salariés. L'IA, ça met un turbo à tous les niveaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, on va parler d'abord de bytecode. On générait du code à partir de langage naturel, c'est-à-dire je parle et l'ordinateur fabrique le code qui correspond à ce que je viens de lui prompter. On décrit l'application et l'IA, elle propose une première version. Donc ça, c'est ce que finalement, avant même qu'on parle de tout ce vocabulaire, vous appréhendiez par vous-même. Mais ça aide à la construction du low-code. C'est-à-dire que l'IA, elle devient présente dans la boîte, à l'intérieur de la solution low-code ou no-code. L'IA va suggérer les bons composants, va être présente pour assister à la construction même du programme. Mais on va voir que c'est encore plus poussé que ça. Elle peut même être présente dans l'utilisation, au runtime de la solution no-code. Et un des autres intérêts, c'est qu'effectivement, on va améliorer, on va pouvoir transformer le design en application, c'est-à-dire on fabrique, on dessine une maquette, un peu pour notre Victor, là, on dessine une maquette, même sur le papier. L'IA, elle transforme ce qui a été dessiné en quelque chose de fonctionnel, en une interface fonctionnelle. Et enfin, et c'est là où je voulais arriver, c'est on automatise des tests et de la correction, et on automatise même le runtime. L'IA, elle peut détecter les bugs et proposer des correctifs, elle peut adapter le processus pour qu'il devienne de plus en plus efficace et opérationnel. Ou pas. Parce qu'effectivement, on est là encore dans une situation où l'IA, telle qu'elle existe, sur l'ensemble de tout ce que je viens de présenter, bah, il y a la possibilité d'hallucination, il y a la possibilité des problématiques de désalignement, c'est-à-dire d'une réponse qui n'est pas alignée exactement à ce qu'on attend. Et du coup, plus on va aller sur l'utilisation de l'IA de manière presque autonome, dans une démarche agentique, plus le risque sur un désalignement devient important, parce que si c'est désaligné pour aider, il n'y a pas de problème, on corrige. Et si c'est désaligné pour exécuter, là, c'est beaucoup plus problématique. Et du coup, comme nous le dit l'oncle Ben dans Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité, donc pour soi-même et pour son entreprise. C'est-à-dire qu'utiliser l'IA dans son quotidien dans l'entreprise, c'est faire prendre des risques à son entreprise, et il va falloir assumer ces risques. Et il va falloir probablement plutôt essayer de créer une gouvernance pour éviter que on casse tout dans l'entreprise, ou qu'on foute des fils partout. Euh, on va regarder deux cas d'usage. Le premier, c'est l'IA comme assistant. Là, potentiellement, effectivement, c'est moins risqué. Des plateformes qui intègrent des IA pour générer du texte, générer des images, si le résultat n'est pas celui qu'on attend, on va le prendre, on va le mettre à la poubelle. Préjudice assez faible. Et puis, par contre, on peut aller jusqu'à des formules du code, de la formulation pour des bases de données. Là, potentiellement, effectivement, comme on l'a dit, et j'ai essayé de le montrer sur les deux premières vidéos, on va avoir besoin du recul et de l'expertise de procodeurs dans l'entreprise pour éviter qu'on fasse des choses qui deviennent non maintenables, des plats de spaghettis qui seront impossibles à maintenir dans le temps. Maintenant, on a la notion d'IA comme constructeur, et on va plus dans une démarche de plus en plus autonome. Et des outils sont en train d'émerger, qui ont décrit l'application et qu'on veut dans le langage naturel, et elle la fabrique et elle l'opère. Et là, c'est là que ça commence à devenir un tout petit peu dangereux. Parce qu'effectivement,
La fabriquer, c'est une chose, mais du coup, la problématique, ça va être de tester que c'est bien exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que c'est aligné. On parle d'alignement quand on parle d'IA. Et en plus de ça, est-ce que cette IA va être l'exécutant de cette application? Et est-ce qu'on peut garantir que cette IA va l'exécuter de la même manière au fur et à mesure du temps? Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'évolution, des risques de prononcer le désalignement, et puis potentiellement et même des risques d'altération du bon fonctionnement par hallucination. Donc effectivement, hein, ce qui est caché derrière, c'est la notion plutôt à gauche de vibe coding, hein, effectivement, hein, l'IA comme assistant, et puis de l'autre côté, c'est plutôt l'approche agentique, l'IA comme constructeur. Et du coup, effectivement, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait, parce que c'est facile de croire qu'on va faire des économies par l'usage de l'IA. C'est aussi très facile d'oublier qu'on génère un risque supplémentaire et que bizarrement, on a l'impression que nos dirigeants, des fois de temps en temps, se disent que ce risque n'existe pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas compris? Est-ce que c'est parce qu'il est ignoré au regard des profits à court terme? On peut des fois se poser la question. Alors, justement maintenant, et puis cette espèce de troisième volet, hein, aujourd'hui et dans le futur, on va effectivement regarder un petit peu plus l'IA agentique, parce que c'est quand même important. Donc, qu'est-ce qu'on entend par IA agentique? Je ne vais pas vous faire l'affront de croire que vous ignorez ce que c'est, parce que on en parle énormément. Donc, un agent, c'est une IA autonome. Et c'est là où je souligne les choses. Qui peut comprendre un objectif, mais qui potentiellement peut être désaligné, le décomposer en tâches, utiliser des outils comme des API, donc interagir. Et donc là, ça devient critique, puisqu'il y a interaction. Cette interaction peut être positive, comme négative. Et cette IA peut agir pour atteindre un objectif sans intervention humaine à chaque étape. Donc sans contrôle. Et toute la question se pose, c'est que dans un runtime, c'est-à-dire dans une exécution prolongée, que se passe-t-il si ce désalignement devient de plus en plus prononcé? Donc l'application au no-code. L'humain, agent, je veux lancer une campagne marketing, donc ça c'est ce que dit notre humain à notre système agentique, une campagne marketing pour un nouveau produit, créer une page de destination, un formulaire d'inscription, une séquence d'emails de bienvenue et publier une annonce sur LinkedIn. Voilà, ça c'est ce que je vais écrire dans mon prompting no code, dans mon outil no code qui supporte l'IA dans la phase de construction. Le truc, c'est qu'effectivement, ça va fabriquer ça. Est-ce que l'utilisateur va être capable de bien qualifier déjà que l'application telle qu'elle est générée, elle est bonne? Mais la vraie question, c'est de savoir est-ce que l'IA qui est cachée derrière, l'IA agentique qui est cachée derrière et qui va traiter ça en runtime, va continuer à le traiter correctement. L'agent ou les IA utilisent un outil no code pour générer la page. Là, on doit se poser la question de la vérification. Se connecte à un service d'emailing pour configurer la séquence. Utilise les API de LinkedIn pour rédiger et programmer la publication. Le fait-il dans des conditions de sécurité tolérables? Dans quel cadre? Est-ce que c'est conforme avec la politique de l'entreprise? Et enfin, la quatrième étape, vous envoie un rapport une fois que tout est terminé. Je pointe, effectivement, j'exacerbe un peu la vision que j'ai faite de ce slide en rajoutant toute la charge négative. Je veux juste vous sensibiliser sur le fait qu'on peut arriver à des choses qui peuvent être extrêmement problématiques en termes d'impact. Alors, malgré tout, on ne peut pas regarder l'IA de façon négative. On ne peut plus regarder l'IA de façon négative, d'une part parce qu'elle est devenue incontournable et qu'elle a de la valeur. On peut faire du vibe coding vertueux. Je l'ai souligné lors de la première vidéo. Le développeur senior, le pro-codeur plus IA, c'est un couple gagnant. Et on va regarder effectivement l'IA comme un multiplicateur d'expérience et on va obtenir ce qu'on peut définir comme une collaboration éclairée entre le ou les développeurs et l'IA et ou les IA agentiques potentiels avec lesquels ils vont travailler. Pour le développeur senior, l'IA, c'est pas une source de vérité. Il la considère, il faut surtout pas d'ailleurs qu'il la considère comme une source de vérité, mais comme un sparring partner intelligent, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir lui apporter le complément quand il en a besoin et le substituer sur les tâches rébarbatives, sur les tâches qu'il maîtrise et qu'il est capable de vérifier très très vite et pour lequel l'IA va l'implémenter plus vite que lui en termes de délai de mise en œuvre, pas en savoir. Le vibe, c'est une synergie où la vitesse de l'IA
est filtré par la sagesse du développeur. Et c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Un vibe coding d'un dev junior, je le redis, ce n'est pas un vibe coding vertueux. Donc les caractéristiques principales, savoir prompter correctement. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement un développeur vibe codeur, un pro codeur, vibe codeur doit intégrer. Le senior sait formuler, il doit savoir formuler des requêtes précises à l'IA en intégrant les contraintes d'architecture, les bonnes pratiques. Oui, en plus, il vient avec le savoir-faire, la connaissance de l'écosystème d'architecture, la maîtrise de la politique technique de l'entreprise, la maîtrise de son schéma directeur. Donc effectivement, plus on va avoir du profil senior, plus le couple va être vertueux. En tout cas, ce qui est indispensable et ce qui va être presque naturel pour le coup, c'est qu'il va venir avec une validation critique. Il copie pas aveuglément, il prend pas le code, il considère pas que le code est utilisable tel quel, il va le vérifier de façon pointilleuse. Malgré tout, il gagnera du temps. Chaque suggestion de l'IA est analysée, remise en question, affinée. Il utilise l'IA pour tout ce que, voilà, là je l'écris travail de peine, tout ce qui est chiant, hein, on va être très clair. Hein, et puis, effectivement, il se concentre sur l'intégration. Il fait son travail de lead développeur qui vient intégrer le boulot réalisé par des développeurs IA qui sont sur des missions qu'on pourrait donner à des développeurs juniors. Ouais, là, vous voyez le problème, hein. Ça veut dire qu'une entreprise, il va falloir qu'elle apprenne à être raisonnable. C'est-à-dire que euh, pour qu'on ait des développeurs seniors, il va falloir accepter que on prenne des développeurs juniors. Donc, il va falloir de toute façon se dire que on ne peut pas faire du 100% substitution du profil développeur junior par de l'IA. Il va falloir accepter que oui, ça veut dire que peut-être la sélection des gens qu'on va faire rentrer dans son équipe, il faut qu'on s'affine. Et je ferai sûrement une vidéo hein, sur les enjeux de recrutement des profils de développeurs. Il va falloir s'affiner sur la capacité à détecter les profils à fort potentiel. Les profils qui vont avoir cette capacité de dépasser et la volonté de dépasser le profil junior pour aller sur des profils seniors et donc des profils à forte valeur ajoutée. Je suis très prudent dans ce que je dis là, hein, parce que il faut du travail pour tout le monde. Donc voilà, j'en prends et j'en laisse hein, sur ce que je suis en train de dire. Enfin, le dernier point sur les caractéristiques principales, c'est l'aspect sur l'exploration accélérée. L'IA, ça va être un excellent moyen d'accélérer la construction d'un prototype, l'expérimentation, le test de plusieurs façons de faire, de plusieurs approches différentes. Une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui prend des risques et qui essaye plusieurs pistes. Et pour qu'elle puisse le faire, il faut qu'elle ait des gens qui testent plusieurs pistes. Et bien l'IA, c'est le moyen de tester plusieurs pistes avec la possibilité d'en réduire le coût. Et pour ça, il faut des procodeurs qui font du vibe coding. Donc, on va essayer de dresser un petit exemple de scénario. Une demande. Il faut sécuriser notre API d'authentification contre les attaques par brute force. D'accord ? Donc là, l'approche du senior avec l'IA, le prompt, génère-moi un middleware, par exemple, avec du JavaScript et avec du Node, ExpressJS, pour limiter le taux de requête pré-limiting à 5 tentatives par minute, par IP, avec un message d'erreur standardisé. L'analyse, l'IA génère un code fonctionnel, perfectible. L'IA, elle examine, identifie les faiblesses, le stockage en mémoire des IP pas adapté, par exemple. Mon exemple est complètement bidon. Hein. Le but, c'est pas de vous montrer quelque chose de concret, c'est de vous montrer un petit peu la démarche qu'on va avoir dans une approche vibe coding par un pro-codeur. Et puis, bah, il va y avoir ce cycle d'itération avec prompt, analyse et enfin amélioration. Il demande à l'IA de modifier le code pour utiliser une base de données partagée, un Valky, un Redis, pour faire le suivi des tentatives, rendant la solution plus robuste, mais surtout plus scalable. C'est bidon mon truc, hein, parce que je pense qu'il y a certainement bien mieux que ça à faire, mais pourquoi pas. Au bilan, l'IA, c'est donc un accélérateur de la production du code pour un procodeur dans une démarche de vibe coding. Le résultat, c'est quelque chose qui finalement va être une solution robuste, notre fameux 3 étoiles au guide Michelin qu'on a vu dans la première vidéo, sécurisé, mais par contre,
à la différence de ce qu'on avait dans la démarche sans vibe coding par un procodeur. Aux 3 étoiles guide Michelin, soit ça demande une super brigade et puis que cette brigade, elle ait l'habitude de travailler ensemble, mais là, finalement, peut-être que certains éléments de la brigade vont être de l'IA. Alors, maintenant, on va regarder notre fameux vibe coding problématique. Je veux souligner encore plus ce qu'on a déjà vu, le développeur junior plus de l'IA. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le développeur junior, l'IA peut devenir une boîte noire magique. Le vibe, c'est finalement pour un développeur junior faire confiance. Et considérer que ce que produit l'IA, c'est la solution, que ce qui est généré, c'est la bonne solution. Si je reprends mon analogie, une entreprise qui performe, c'est une entreprise qui essaye plusieurs choses. Bah là, bah non, on a une entreprise qui prend pas, qui prend tout de suite pour argent comptant ce qui a été fabriqué. Et il y a quelqu'un d'intelligent qui a dit que une idée raffinée sera toujours la meilleure idée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on considère pas qu'on cherche pas d'alternatives et d'idées différentes, bah forcément la première idée qu'on va nous donner c'est forcément la bonne. Et même si on l'améliore, elle ne sera pas forcément la meilleure idée pour le coup, parce que ce sera la seule idée qu'on aura à checker. Donc ça sera notre bonne idée, mais ça sera pas forcément la meilleure idée. Voilà, c'est ce qui est caché derrière cette phrase. Les caractéristiques principales. Donc le prompting d'un junior, il est limité à sa compétence. Donc le junior, il pose des questions trop générales. Fais-moi une mire de login. Sauf que comme il ne connaît pas toutes les technologies qui sont cachées derrière, toutes les finesses qui vont être nécessaires, il obtient une réponse bateau, générique. Alors, elle n'est pas forcément mauvaise, cette solution, parce que ça va être la solution présente partout. Est-ce que c'est la meilleure? Non. Et souvent, en plus, effectivement, il va y avoir une approche surdimensionnée, parce qu'il va avoir cette fameuse version qui est présente partout, mais qui est peut-être pas du tout adaptée à son contexte et à son projet. Il est dans une démarche d'acceptation passive. Le code qui est généré, c'est perçu, comme j'insiste, comme la bonne réponse. Donc le développeur, il l'intègre, il n'essaye pas de le tester, il n'en comprend pas, il ne maîtrise pas les subtilités, il ne comprend pas les dépendances qu'il a engagées. Potentiellement, sa solution, ça lui a demandé de rajouter 30 000 librairies, alors que finalement, s'il avait eu la compétence, il aurait pu le faire presque de façon identique sans l'ensemble de ses dépendances. Parce que potentiellement, l'IA a généré quelque chose qui est présent dans certaines solutions, sur certains frameworks, alors que lui, il n'a pas ce framework, et puis il a rapatrié toutes les dépendances qui étaient présentes dans ces frameworks. Les dépendances et les applications en matière de sécurité, on le sait, les attaques par supply chain et ainsi de suite, c'est un vrai problème. Donc il n'est pas en train de s'en rendre compte, mais il est en train de créer un risque de sécurité accentué et important. Et puis, le plus gros problème, celui que j'ai déjà aussi un peu souligné, c'est cette notion de dépendance et de stagnation. Il va rester un développeur junior. Il n'utilise plus sa cervelle, il utilise l'IA à la place. Et un humain qui n'utilise pas sa cervelle, on en a des exemples en ce moment qui sont malheureusement à des positions très stratégiques. C'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Donc le junior, il va pas développer de compétences, il va pas être capable de faire évoluer, et puis le logiciel qu'il a à maintenir, il va subir la même problématique, c'est-à-dire qu'à la fin, on va obtenir le fameux plat de pâtes de spaghetti que j'ai déjà évoqué. Si on essaye de l'illustrer, l'exemple de scénario, il faut sécuriser notre API d'authentification contre les attaques par brute force. Prompt du développeur junior, sécurise mon API. Ben on est bien barré avec ça. Copier-coller, l'IA propose une solution complexe impliquant plusieurs librairies de sécurité. Le junior copie-colle tout ça, l'ensemble, ajoutant de nombreuses dépendances au projet. Il ne s'en rend pas compte. Il augmente la façade et l'exposition au risque de sécurité parce qu'il a rajouté un nombre incalculable de dépendances. Et effectivement, malheureusement, ça va fonctionner. Mais du coup, il n'a aucune compétence qui lui permette d'évaluer à quel point il a fait quelque chose qui est absolument pas souhaitable.
Et en plus de ça, le gros problème, là j'ai traité la problématique des dépendances sur le regard de la sécurité, mais on a aussi la problématique autour du MCO et du MCO. Là on a fait le sujet MCS, maintien en conditions de sécurité, mais en maintien en conditions opérationnelles, il est en train de nous fabriquer de la dette technique à gogo, parce que du coup il va falloir en permanence rebuilder régulièrement pour s'assurer qu'on a les dernières versions et ainsi de suite, donc il va potentiellement générer de la charge de maintien complètement artificielle. Donc, il ne faut pas le faire. Au bilan, l'IA, ça donne une fausse impression de productivité. Oui, au début, il va produire plus vite, effectivement. Mais plus ça va aller, moins il va être en capacité de produire vite. Et en plus, il rajoute du danger, il rajoute de la charge, et il rajoute de la dette technique qui n'était pas perçue. Donc j'en reste ici pour cette troisième vidéo. Il nous reste finalement la conclusion. Et puis, comme on est sur Ultra Green, je parlerai des solutions open source, de low-code, de no-code, parce que c'est quand même important de se dire que oui, il y a des choses qui existent. Et puis je conclurai. Donc à demain!